Yo yo yo! Salut les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. J'ai arrêté mes conneries. Bref, tout ce qui tourne autour de ce mode de vie. Aujourd'hui, pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai une casquette, j'ai un casque, j'ai l'impression d'être un rappeur des années 90. Tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec des sujets autour notamment de la musculation, du body côté compétition. D'accord, on va parler compétition avec un invité de marque, vraiment quelqu'un qui pèse dans le game à ce niveau-là. Je vous le présente juste après sur le podcast en direct. Donc on va parler de compétition avec lui, on va parler des bonnes raisons de faire une compétition, on va parler de son expérience parce qu'il a une grosse expérience, il a un gros bagage avec lui. J'introduis tout de suite le podcast avec Julien, un double Julien aujourd'hui. Et c'est parti, je suis avec Julien en direct avec moi à l'écoute. Donc on a deux Juliens sur le podcast d'aujourd'hui. Je vais le laisser se présenter. Donc c'est le Julien numéro 2, c'est Julien Messon. Messon, je le dis bien, ou alors c'est à l'américaine, Julien Messon. Ouais, comme tu veux, il n'y a pas de problème à l'américaine. Ça marche. Alors explique-nous qui tu es. Ouais, bonjour tout le monde. Encore Julien Messon, j'ai 40 ans, je suis de Lyon, je suis coach sportif de métier et culturiste en fédération naturelle depuis maintenant plus de 10 ans. Et ça fait bientôt 22 ans que je m'entraîne. Ok, ça fait un petit moment. Et, euh, et du coup, ouais, tu as une bonne pratique derrière toi. Tu as eu des titres aujourd'hui? T'en as eu pas Ouais, mal? alors j'ai commencé en 2007. Je fais pas des compétitions tous les ans. Le temps de se reposer, le temps de progresser. J'ai eu un changement de réorientation professionnelle aussi. J'étais pas coach à la base. Ouais. Donc quand j'ai fait ça, j'ai mis de côté les compètes, même si je m'entraînais toujours à fond. Et au niveau des titres, ma première année à la Fédération française, à l'époque, il y avait deux divisions. Donc tu démarrais en deuxième division. J'ai été vice-champion de France en moins de 80, ce qui m'a donné accès l'année d'après au championnat de France qu'on appelait Élite. Ouais. En gros, c'était un vivier où c'était que les gens qui avaient déjà fait un podium en deuxième division. Tu devenais un première division élite. Donc, j'ai fait vice-champion de France en 2009 en deuxième division. Après, j'ai gagné pas mal de compètes sur des premiers tours, des quarts de finale, des demi-finales comme ça. Et après, vraiment, j'ai eu 2018 où là, j'ai fait champion de France, champion d'Europe et vice-champion du monde. D'accord, donc 10 ans après, ton premier titre, tes premiers Quasi, gros titres. ouais, quasi, ouais. Et après, en 2020, là, je me préparais pour faire les mondes, pour essayer d'aller chercher le titre que j'avais pas eu. Et ça a été annulé avec les histoires de crise sanitaire. Et du coup, il y a eu que le championnat de France et j'ai fait le championnat de France que j'ai gagné. Et du coup, tu penses pouvoir refaire le monde ou c'est annulé, il faudra refaire un tour? Alors, moi, le problème, c'est que c'était ma dernière année en senior. J'avais 39 D'accord. ans. À 40 ans, tu passes en Master 1 chez les vieux. Ok. Et maintenant, j'y suis. Donc, je pourrais jamais gagner le titre que je n'ai pas eu en senior. Ouais. Mais ouais, je pense de toute façon refaire. Là, j'ai des objectifs cette année, mais j'attends de voir un petit peu si ça s'éclaircit ou pas à l'horizon, si on peut se projeter un petit peu. Ouais, j'imagine. On en reparlera de ça d'ailleurs tout à l'heure. Et du coup, à la pesée, on a quel athlète là en face de nous? À la pesée, Ouais. tu veux dire en Enfin, termes de peut-être poids? que, ouais, en termes de poids. Alors bon, actuellement, tu vas être en prise de mousse, mais Alors, on tu va dire t'affiches combien? que hors saison, en général, je tourne à 90 minimum Ouais, pour 1,84 m. d'accord. Et en compétition, je suis en moins de 80 kilos. Donc, il faut être entre 75 et 79,9. Et on Hmm. va dire que moi, souvent, je suis entre 76 et 78. Ça dépend le niveau de sèche. Et puis, année par année, année après année, j'essaye de grappiller un petit peu. Ouais, forcément, ça change pas mal. Ça fait des sacrées pertes, hein. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais ouais, tu droppes quand même presque plus de 10 kilos là. C'est pas mal, hein. Hors saison, je suis à peu près à 12% de masse grasse. Ouais, Et en sèche, à la fin, je suis dans les 6. ouais. Et malheureusement, tu te rends compte que pour enlever seulement 6% de masse grasse, eh ben, il y a beaucoup de muscles qui partent avec pour vraiment aller chercher et écorcher à fond, quoi. Ouais, c'est ça, parce que forcément, tu dois descendre, en tout cas sur la KT où t'es, tu descends assez bas, en fait, sur ta catégorie. Bah, en fait, moi, c'est la KT qui me correspond. Moi, je cherche pas à être dans une KT,
Je veux avoir un physique et après, ça rentre dans la caté où je suis. Mais j'ai commencé en moins de 80 à l'époque et je pensais qu'un jour, je serais en moins de 85 et en fait, je suis en moins de 80 éternel, quoi. D'accord. Parce que pour être assez sec, tu passeras forcément sous cette barre-là. Ouais, il faudrait vraiment que je prenne beaucoup de masse maigre pour arriver à être à plus de 80. Et il y a un moment, en fait, l'idée, c'est dans la compète, tu t'arrêtes dans le jeu entre la masse et la sèche que tu as. Il y a un moment, tu arrêtes la sèche si tu trouves que tu vas plus avoir assez de masse, quoi. Il y a un moment, il faut trouver un ratio. C'est pas un concours de marathonien tout sec, mais tout maigre, quoi. Ouais, ouais. L'idée, c'est de trouver l'équilibre dans son physique. Et après, plus tu sèches, plus tu perds à certains endroits. Et des fois, ça dénature ta ligne. Et il faut réussir à trouver un petit peu cette alchimie. C'est génial. Tu sais que moi, c'est un truc qui m'a impressionné quand j'ai trouvé ton profil et que je me suis renseigné sur la compète. Parce que l'année dernière, je voulais suivre tes pas, tes anciens pas. Et du coup, je suis tombé sur ton profil. C'est comme ça que je t'ai connu l'année dernière. Et j'ai été impressionné, bah, déjà d'apprendre et de voir à quoi ressemble un physique naturel sec. Parce que ça, je suis sûr que tout le monde va être surpris. Et tout le monde peut être surpris de voir à quoi ça ressemble vraiment un physique naturel sec. Bah, c'est comme un pas C'est pas naturel. Chris Bumstead. C'est la même C'est, sèche, mais en moins gros, quoi. C'est tout, hein. c'est ça, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup moins plein. Et ton niveau de sèche est quand même assez impressionnant. Vraiment, je suis épaté par l'alchimie que tu as réussi à trouver, justement, comme tu es en train de le dire, entre ce niveau de sèche et le niveau de masse musculaire. Et tu vois, Alors c'est un truc après, moi, c'est mon qui point ressort fort, la vraiment sèche, hein. sur scène. Ouais, ouais, je vois ça. Moi, je suis naturellement sec. À la base, je suis un tout maigre, tout sec. Et sur scène, quand je fais un championnat international, je fais partie des athlètes les plus secs de toutes les catégories Ouais, représentées, tu vois. Parce que ouais. moi, c'est ma nature. Moi, j'ai de la facilité à sécher, mais ça m'a pris des années pour avoir de la masse et ça reste pas mon point fort. Et tu joues là-dessus quand même. C'est-à-dire que par rapport aux autres personnes qui sont présentes sur scène, tu profites de cet Ouais, atout, ça non? fait une diff. Ouais, Moi, en compète, clairement. c'est la sèche, la ligne et prestance posing. Parce que j'ai C'est, l'expérience et chez y faire, on va dire. Il me ouais. manque du volume sur certains endroits et enfin, il te manque toujours quelque chose, mais on va dire que moi, c'est vraiment là-dessus que je Ouais, m'attelle. Moi, je cherche pas à... Pour moi, en compète, tu as deux types de cas. Tu as soit les athlètes qui sont pas assez secs, du coup, il faut qu'ils enchaînent les compétitions pour pas reprendre beaucoup hors saison et pour petit à petit grappiller de la sèche au fur et à ouais. mesure des compètes et des années. Et tu as les gens comme moi qui sont très secs, mais qui vont manquer un peu plus de masse, où là, il faut plutôt se reposer et pas faire trop souvent pour avoir le temps de construire la masse musculaire. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, tu as fait des pauses, donc c'était pour ça, ces pauses dont tu parlais. Ouais, alors, comme je dis, moi, souvent, moi, je fais de la culture physique tout le temps, depuis que j'ai commencé, mais je fais du culturisme de temps en temps. D'accord. Ça n'a jamais été ma finalité de faire des compétitions. Je l'ai fait un moment parce que j'ai pensé que j'avais le niveau, j'ai rencontré des gens qui étaient dedans et tout ça, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais je ne me suis pas lancé dans la muscule en me disant, tiens, vas-y, moi, je veux faire des compétitions. Moi, j'en avais rien à faire de ça. Ouais. Et en fait, j'en fais quand j'en ai envie et quand je sais que je vais être mieux que la fois d'avant. D'accord. Ok. Et puis Et pour moi, pour faire une compète, il faut être dans un environnement où tout va bien, parce que tu vas te rajouter plein de contraintes dans la vie. Et si en plus, t'as beaucoup de boulot, tu as une complication au niveau de ta vie familiale, au niveau de la crise sanitaire, ouais. pour moi, il faut des conditions optimum si tu veux atteindre ton physique optimum. Et Voilà. tu trouves que parce que tu en as fait, du coup, tu as fait une compétition sur la période de crise sanitaire actuelle. Tu trouves que c'était plus dur, du coup? En fait, bah, je pensais que c'était fini. Ah oui, oui. Parce que moi, j'ai fait en 2020. Donc, j'ai fait en 2018. J'ai fait France-Europe Monde. Je finis deuxième. Je me dis 2019, une année off pour construire le physique. Et pour revenir en 2020 pour faire monde, uniquement monde. Parce que c'est pareil, quand dans une saison, tu fais les trois compètes, tu as les premières compètes qui sont au printemps et tu as monde qui est plus au mois de fin octobre, début novembre. Donc à la fin, dans l'année, tu as passé le plus clair de l'année à être en sèche, quoi. Ouais, Donc là, je voulais faire que les mondes, ce qui me laissait plus de temps. Donc confinement arrive, je devais démarrer la sèche
vers fin mai, début juin. Donc, bon, le confinement, il arrive au mois de mars. On se dit mars-avril, c'est bon, vas-y, ça va être derrière nous. Après, ça se finit, on peut retourner en salle. Je me dis, bah vas-y, je vais repousser un peu la sèche à mi-juin, histoire de profiter d'avoir un mois et demi où je pouvais à nouveau aller à la salle. Ouais. Et après, moi, je me disais, c'est bon, maintenant, c'est fini le truc. Et puis, je me suis lancé. Et puis, au mois d'août, on a vu que c'était pas ça. Et puis, fin août, ils ont annulé les championnats du monde. Et j'ai failli pas faire le championnat de France qui a failli être annulé un jour avant. Ah oui, oui. Parce que le championnat de France, il s'est passé le 17 octobre. Et fin octobre, on était à nouveau en confinement. C'était chaud, ouais. Ça, c'est C'est pas joué à chaud. grand-chose. Et après, une fois que tu es parti, moi, je me suis dit, ben voilà, on sait pas si ça va se faire ou pas, mais moi, j'y vais à fond et puis c'est tout, hein. Ouais. Bon, t'as quand même pu Il y a te les choses qu'on prélasser. contrôle et les choses qu'on contrôle pas, et voilà, hein. Non, ben, c'est ça, c'est les aléas de la vie. On n'a pas trop le choix et on doit jouer avec. Ça Ouais. marche. Et cette année, c'est pareil, hein. C'est compliqué, là, de savoir. Ouais. Dis, j'ai un petit jeu qui s'appelle le Fast and Leg Curl. Je sais pas si t'es chaud, mais c'est 10 questions à répondre au tac au tac pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître. Mais Pour faire du cœur, je suis toujours chaud. Ah, ça marche. Surtout le leg curl. Perso, je l'ai appelé le fast and leg curl parce que le leg curl, je kiffe ça. Vraiment, mais toutes les formes de leg curl, j'adore ça. Surtout quand t'as des ischios qui sont un peu plus développés, je trouve que c'est génial. Ouais, mais on est deux à bien aimer cet exercice, alors. Parfait. Eh ben, c'est parti. Si t'es chaud, petit jingle, on y va, c'est parti. 10 questions, tu réponds le plus vite possible. PDM ou sèche de prépa? PDM, Ok. Poulet ou dinde? poulet, Naturel ou fruité? naturel, Date ou abricot sec? date, Leg curl ou RDL? leg curl, Mollet assis ou mollet debout? mollet assis, Seul ou à plusieurs? à plusieurs, Ok. Diète flexible ou plan strict? flexible, Legs ou pec? legs, Congestion ou gestion? gestion. Ça marche. Merci Julien. Ça Ouais, va, c'était pas trop dur. ça Il y va, avait des- ça va. J'ai un peu taquiné sur date et abricot sec parce qu'il me semble que c'est deux fruits secs que t'aimes bien et que tu manges assez souvent. Les dates à fond, ouais. Après l'entraînement, ouais. Ouais. Date addict à fond. T'as une conso calorique assez élevée, actuellement en tout Ouais, cas. ouais. Hors saison, on va dire que je suis à 4-5 000. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Bah, après, je fais 90 kilos aussi, quoi. Ouais, c'est ça, hein, forcément, Je plus travaille on est lourd. debout. Je m'entraîne tous les jours. Ouais, Enfin, 6 jours sur 7. Donc, en fait, je pense pas qu'on puisse dire qu'on a un métabolisme lent ou rapide. Parce que toutes ces histoires, en fait, ça a peu d'incidence. C'est surtout combien tu pèses, c'est sur ça. ton poids, quelle est ta masse musculaire. Mm. Et après, c'est qu'est-ce que tu fais dans la journée, quoi. Exactement. Le NEAT, tout ça, ouais. Toutes les activités qui vont faire que t'as une dépense plus élevée, ça joue énormément. Et surtout quand t'es lourd, et par exemple, comme tu le dis, t'es debout toute la journée, mais la dépense, elle décolle, c'est un truc de dingue. J'avais fait le test une fois parce que j'avais travaillé en salle de sport et j'avais vu ça, mais ça m'avait tué parce que un jour debout, t'as pas l'habitude, ça te tue. Et ouais, la dépense, elle décollait parce que sur la balance, j'avais pas trop compris le truc, mais je dégringolais quoi. Alors que pourtant, je consommais plus, mais c'était pas suffisant. Donc ouais, j'imagine bien qu'il y a ça. Et c'est marrant parce que du coup, ça permet de casser un petit peu un cliché où les gens disent ouais, après 30 ans, tu manges plus comme avant. Moi, je mange de plus en plus, hein, même en sèche. Ouais, Bah, si tu continues de t'entraîner, tu continues à développer le physique. Donc, année après année, tu as un tout petit peu plus de muscles. Donc, bah, tu dois manger un peu plus pour nourrir tout ça. ouais. Bah Moi, ouais, je c'est ça. pense, et de tous les amis que j'ai qui sont dans la compétition, ouais, jusqu'à facile 50 ans, t'es que dans la progression, en fait. Moi, je trouve. Ouais, franchement, il y a toujours. Après 50 ans, là, tu vois que le physique il commence un petit peu à perdre, surtout sur la qualité de la peau et certaines zones musculaires que les gens vont moins arriver à garder, on dirait. Mais sinon, moi, je vois que tu fais que monter si tu es tout le temps bien régulier et que petit à petit, tu améliores les choses que tu fais, puis tu as de plus en plus d'expérience, quoi. Du coup, tu penses monter à 100 kilos sur les 10 prochaines années? Moi, c'est un gros délire que j'ai avec mes potes, que C'est vrai? je leur dis un jour, je ferai 100 kilos.
C'est vrai? Mais Tu non, penses parce le que faire? le plus haut que j'ai fait, c'est 95, mais après, c'était à l'époque où je me concentrais plus sur le poids que sur autre chose. Ouais. Et maintenant, c'est plus trop le cas. Et faire, faire 10 kilos de plus que ce que je fais là, non, il y aurait trop de gras, quoi. Ouais, c'est ça, c'est plus rentable. Et du Et coup, puis, je ne suis plus à penser aux chiffres et tout ça, comme j'ai pu l'être dans le passé. ouais. Parce que dans le passé, tu visais des caps de chiffres. Ouais, c'était des gros objectifs, quoi. Quand j'ai démarré, je faisais 1m83, j'avais 17 ans. Là, je fais 1m84 et j'étais à 61 kilos. Ouais. Et je me disais, ouais, le jour où je fais 70 kilos, je serais grave balèze. Et puis quand j'ai fait 70, j'ai dit, ouais, le jour où je fais 80, non, mais là, 80, ça sera abusé. Et puis quand j'ai fait 80, j'ai dit, ouais, mais là, faut que je monte à 90. En fait, tu te mets des décimales parce que c'est des chiffres qui te parlent dans ta tête. Ouais. Mais maintenant, je suis pas trop aux chiffres, je m'en sers un petit peu, mais je suis plus à voir comment je suis et à voir l'évolution comme ça. Ouais, clairement. Clairement, je trouve que c'est beaucoup plus simple de se projeter et de garder le rythme sans forcément se mettre. Bah voilà, c'est sympa d'avoir du chiffré, de se mettre des caps et des choses comme ça, mais je trouve que la globalité de progression, c'est le plus important. De Ça garder peut être la dynamique. important, les chiffres, pour donner des étapes, un Ouais, c'est ça. cheminement pour les gens. Moi, je m'en sers beaucoup dans mes coachings, mais pour moi, par exemple, je prends jamais mon taux de masse grasse. J'en Mhm. ai pas besoin, je m'en fous, je vois si je suis bien ou pas par rapport au poids où je suis. Je le prends juste à la fin du hors-saison. Enfin, avant de démarrer une sèche, je le prends bien avant pour savoir sur combien de temps il va falloir que j'étale ma sèche. Si je me dis, voilà, je suis à 12 et je veux aller à 6, si je suis à 10 et je veux aller à 6, si je suis à 18 et je veux aller à 6, enfin, je suis toujours dans les mêmes eaux. Mais Ouais. l'idée, c'est là, je m'en sers juste pour me dire, voilà, je vais viser tant de pertes par semaine, donc il va me falloir tant de semaines égale tant de mois, égale tant de temps à me préparer. Mais sinon, le reste du temps, je m'en sers pas, je prends jamais mes mensurations, je D'accord. Ah ouais. prends. Pas de Pourtant, j'ai tous centimètres. les outils et tout, hein, mais Ok. c'est l'expérience. Après, t'as pas besoin de ça. Ouais, c'est sûr que tu as 10 ans d'expérience. Tu dois 22 ans que tu savoir t'entraînes et savoir première etc. compète en 2010, en 2007, des compètes, je sais pas, j'ai pas compté, j'en ai fait au moins entre 20 et 30, quoi. Donc, Ah bon. oui, c'est pas mal. Ouais. Et dis-moi, côté mesure du taux de masse grasse, tu le fais comment? Tu le fais sur scan DEXA? Non, moi, je fais pince Harpenden, D'accord, ok. bicutanée. Ouais, ouais. Je voulais faire cette année, enfin, en 2020, là, le scan, il y en a un à Ouais, Lyon. ouais. Après, j'ai dit, ouais, super, je vais avoir un chiffre. Je m'en fous d'avoir un chiffre. Il vaudra ce qu'il vaudra. Moi, j'ai la même méthode avec la même pince depuis 10 ans. Donc, j'ai ma bonne évolution, je vois. Après, que le chiffre il soit parfait ou pas, peu m'importe. Quand on est sur scène, on n'a pas de chiffre, hein, c'est un visuel. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, sur scène en France, tu es classé en naturel. Pour expliquer aux gens qui écoutent ce podcast, est-ce que c'est possible en France? Est-ce que ça existe le naturel? Et si tu peux expliquer. Ouais, carrément. En gros, ce qui est bien dans le bodybuilding, c'est que les choses, elles sont claires et quand c'est naturel, c'est dit haut et fort. Comme ça, au moins, tu sais où tu vas. Si c'est dit haut et fort, tu sais que tu vas dans un endroit où il y a une éthique, où il y a une lutte contre le dopage, et chez les autres, bah, tu sais qu'il n'y a pas ça et que tout le monde et que la plupart ils sont dedans et puis c'est tout quoi. Donc au moins tu peux faire ton choix vis-à-vis de ça. Et après en France, tu as la fédération française qui s'appelait avant la FFHM-FAC où il y avait l'haltéro, la force, ça a changé de nom, ça s'est séparé. Et on va dire, pour faire simple, au jour d'aujourd'hui, en 2021, le culturisme naturel au niveau fédération française, c'est la FF Force. Ouais, Parce qu'il y a la force et le culturisme qui sont dans la même fédération, vu que c'est des, entre guillemets, des petits sports. Tu as même le bras de d'accord. fer, le kettlebell, qui sont dans cette fédé. Ouais, j'ai vu. Et après, tu as des autres fédés qui sont des assos parce qu'elles n'ont pas l'agrément du ministère et tout ça, et qui revendiquent là aussi le naturel et qui font une lutte contre le dopage. T'en as deux, trois autres, on va dire. D'accord, ok. Je pense qu'aujourd'hui, WNBF qui vient ouais, d'arriver, AFBBN, et puis tu as un ou deux Open, Grand Prix, qui essayent de donner des ratios ou de dire qu'ils sont dans le naturel. Ouais. ouais. T'en penses quoi d'ailleurs de ces ratios? Bah, c'est de la merde.
Ok. Ça, c'est dit. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a des mecs qui sont naturellement hyper musclés et un ratio, c'est quoi? Un ratio, c'est donner une moyenne, une tendance. Ça veut rien dire. Ouais. Tu es là pour faire de l'extrême, pour faire de la compète. Donc, le seul moyen, c'est de faire une lutte contre le dopage en faisant des contrôles antidopage et puis c'est tout. Hein. Le reste, quand c'est vraiment à l'extrême, visuellement, tu le vois, ça saute aux yeux. Mais sinon, je veux dire, tu fais un bon championnat du monde naturel avec un gros niveau, tu prends tous les podiums, tu mets tous ces podiums dans des compètes où c'est pas naturel, tout le monde fait des méga places, quoi. Parce qu'il y a un moment, il y a le niveau, quoi. Alors, voilà. Donc après, pour moi, les ratios, ouais, ça peut être un moyen d'essayer de trouver une alternative. Ça va limiter les choses. C'est mieux que rien. Ouais. Mais est-ce que Mais c'est pour moi, forcément c'est pas cohérent? la meilleure méthode. Ouais. Et du coup, ça serait quoi les meilleures méthodes pour toi? Ah, c'est de faire des contrôles, hein. D'accord. Et Il ça, faudrait qu'il y ait des contrôles hyper poussés. Là, c'est des petits contrôles. C'est des contrôles, souvent, c'est le jour de la compète. C'est des contrôles urinaires. contre Il une faudrait qu'il y ait un passeport sanguin avec un bilan et tout ça. Après, de toute façon, celui qui veut passer outre, il passe outre. On le voit très bien dans d'autres sports très connus, où il y a tous les trucs, l'Agence mondiale antidopage et tout, et ça n'empêche pas que ça passe de contourner les règles. Hein. Mais je veux dire, le but, c'est de contrôler au maximum, de sanctionner les gens qui se font attraper pour qu'ils ne reviennent pas, pour faire le ménage un petit peu, et voilà. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, en France, c'est soit le ratio, soit des contrôles urinaires, c'est ça? Ouais, il y a les fédés qui font des contrôles urinaires. Il y en a une là qui fait aussi le contrôle, j'ai plus le nom technique, euh, détecteur de mensonges. Ouais, le détecteur, c'est la WNBF. C'est une fédé américaine et là-bas, c'est assez développé, ça, même dans les unités de police et tout. Donc, c'est un truc qu'ils ont dans leur fédé. Ils font et ça, plus les contrôles urinaires. Ouais, génial. Moi, je trouve Ouais. que c'est bien. Il faut revendiquer tes valeurs, montrer que tu mets des choses en place pour asseoir tes valeurs, parce que c'est pas le tout de dire c'est fédé naturel. Si derrière, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, c'est bien gentil, quoi. Et donc ça, au niveau de Mais, la Fédé, du coup, on arrive à facilement se repérer si elle se proclame naturelle et elle le répète assez souvent. Est-ce que ça marche aussi, tu penses, avec les personnes? C'est-à-dire qu'on arrive à savoir si, ou alors on s'en fout, hein. Peut-être qu'on s'en fout. Enfin, en tout cas, peut-être dans ta vision, on n'en a rien à faire si quelqu'un est naturel ou pas. en compétition, tu veux dire, ou dans la vie de Non, je tous veux les dire, jours? sur les réseaux, tout ça. Qu'est-ce que Ah, tu en moi, je m'en penses? fous, moi, des autres. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Hein. Moi, j'essaye de lutter par l'exemple, en fait. Ouais. De, d'expliquer mes valeurs, ma façon de voir mon sport et tout ça. Après, s'il y en a, ils ont une autre façon de le voir, ben voilà. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Après, c'est le rôle quand on est éducateur sportif. Pour moi, la muscule, c'est le meilleur des sports. Ça peut apporter plein de choses, une hygiène de vie, une façon de faire, une base pour beaucoup de choses. Et après, il faut pas se laisser manger par les côtés obscurs, on va dire, par les extrêmes. Donc voilà, après, il y en a plein qui m'envoient des messages, ouais, qu'est-ce que tu penses de lui, qu'est-ce que tu penses de machin, j'ai tout le temps la même réponse. J'en sais rien et je m'en fous, moi. Ouais, ouais. Je Tu sais, connais des c'est... gens, je connais des youtubeurs très connus ou autres, parce qu'à Lyon, il y a pas mal de monde, ou même dans les compètes et tout. Il y en a plein qui me disent, ah, tu le connais lui, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu... Je dis, j'en sais rien, il y a que lui qui sait et peu importe. Si tu le regardes, ça te donne une motive, vas-y à fond. C'est sûr que si tu rêves d'être Chris Bumstead et tu crois que c'est en étant naturel, ouvre les yeux et réveille-toi, tu vois. Ouais. Mais après, je veux dire, même un mec qui est pas naturel, s'il te motive, voilà. Tu regardes le Tour de France, ça te motive. Tu regardes le foot, ça te motive. Tu regardes la Coupe du Monde de rugby, ça te motive. Et pourtant, il faut pas rêver. Si tu crois que tout le monde tourne à l'eau, faut se réveiller en 2021, quoi. C'est marrant parce que tu vois, si tu reçois ces questions, mais c'est vraiment, je trouve, un syndrome de la génération qu'on a actuellement. C'est qu'il y a une sorte de quête de qui est naturel, du questionnement sur le naturel. C'est vraiment un truc que je vois ultra souvent, mais tu as juste à regarder YouTube, il y a plein de vidéos comme ça, où la vidéo c'est tout simplement Nana est-il naturel? Et c'est un truc qui en quelque sorte questionne vraiment beaucoup les jeunes, en tout cas chez plus du côté masculin, mais
Ça commence à arriver aussi sur le côté féminin, et c'est pareil, je reçois plein de messages pour savoir si un tel est naturel, etc. Bon, en général, je réponds exactement la même chose que toi, j'en ai rien à faire. Et surtout, j'ai pas le temps de m'occuper de savoir si quelqu'un est naturel. C'est même pas un truc que je me demande moi-même, en fait. Moi, je pense que les gens devraient plus se questionner sur comment je peux améliorer ma façon de m'entraîner, de manger, mon lifestyle et tout, plutôt de se dire, tu regardes un gars, sa vidéo, elle te motive, tant mieux, vas-y, c'est bon, tu l'as regardé pour être motivé, elle te motive, elle fait le taf. Après, si tu regardes Simeon Panda et tu te dis qu'il est naturel ou pas, tu t'en fous, en fait. Bon, tu te poses pas la question, je veux dire. Mais Pierre-Paul Jacques, peu importe. Regarde-toi, toi, tu fais tes choix. Crois pas que parce que tu vas prendre des choses, tu vas devenir une star du bodybuilding ou je ne sais quoi, ou que ça va t'ouvrir des portes. Fais avec tes valeurs à toi. Essaye de pas t'égarer. Moi, je dis toujours, quand je suis rentré dans une salle de muscule, et c'est ce que font la plupart des gens, c'est pour du bien-être. Le bien-être, ça va passer par je suis un jeune mince, je vais avoir plus de muscles. Je suis un jeune gros, enfin, jeune ou fille, homme ou garçon, je vais être moins gros. J'ai une mauvaise santé, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai eu un accident de moto, de voiture, de la vie. Je veux retrouver pleine possession de mes moyens. Donc, quand je rentre là-dedans, c'est pour le bien-être. Tous les médecins, t'as mal au dos, te diront renforcez-vous, musclez-vous. Donc, quand tu rentres dans une salle de muscule, il y a un côté santé. Donc, il faut toujours garder ça en tête et jamais s'en écarter au point qu'en fait, le but t'écarte encore plus de la santé, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que tu revêtis en dehors. J'ai pu voir que tu faisais du vélo de course. C'est pareil, c'est aussi plus pour le kiff, d'autres challenges, Ouais. j'imagine. Ouais. Alors, j'ai toujours fait plein de sports depuis que je suis tout petit. Moi, à la base, je suis un footeux. J'ai fait du football en compétition, en club, quoi, pendant plus de 20 ans. C'était mon sport de prédilection. Mais quand j'étais ado, je me suis mis au cyclisme parce que mon père, il en fait. On est exactement pareil Euh, que moi. et du coup, j'y suis revenu là il y a 2 ans pour le plaisir de rouler parce que j'ai un pote qui en faisait. Je suis allé avec lui, le plaisir d'être dehors, dans les beaux endroits, de prendre l'air, et puis le goût de l'effort, hein. Ouais. Syndrome de la région Rhône-Alpes, je pense. C'est une belle région pour faire du vélo. Il y a des belles petites montées, il y a un peu de tout. Donc voilà. Ouais, c'est marrant parce que c'est exactement pareil, mais du coup avec mon père aussi. Mais bon, j'en fais plus. Et c'est un peu le body qui m'en a écarté parce que pas le temps en fait. C'est compliqué de faire des grosses sorties comme ça et de prendre le temps parce que le vélo de course ça prend du temps, hein. Moi, je Ça fais une prend, fois par semaine. ouais, et ça Et prend même des en heures. sèche, ben, je le garde, je m'en fous, je change rien. Ok, donc même en prépa, tu gardes ta petite sortie vélo. Moi, en prépa, je dis, il faut rien changer dans ta vie. T'aimes aller au ski, va au ski. T'aimes faire des randos, fais des randos. Tu fais du vélo, continue à faire du vélo. Bien sûr, tout ça, si tu fais des compètes, c'est que il y a quand même la plus grosse part de ton activité d'entraînement, elle est en musculation. Tu peux pas dire, je vais faire 3 fois de la muscule et 3 fois du vélo. Non. Ouais. Par contre, si tu fais 5 fois de la muscule et 1 fois du vélo, tu es dans un bon ratio. Donc, et pour moi, il faut pas changer. C'est pas parce que tu te prépares pour une compétition qu'il faut arrêter de vivre, en fait. Parce que si D'accord. tu fais du vélo tout le temps, quand tu te prépares, tu arrêtes d'en faire, ben, il y a de l'énergie que tu dépenses en moins. Donc, en fait, ça va pas être rentable. Il va encore falloir moins manger et tout ça. Pour moi, et ça, j'ai évolué au fil du temps. Avant, c'était no pain, no gain. Je me préparais, j'allais sécher, le corps, il avait pas de choix, il allait suivre. Il allait subir, il allait aller dans le sens où moi je voulais. Et pour moi, tu faisais une compète, à la fin, tu arrivais, tu étais fracassé, tu étais fatigué. Tu avais une tête de cadavre, tout maigre, et tu traînais les pieds pour avancer, mais c'était là que tu étais prêt pour monter sur la scène. Maintenant, j'ai une philosophie avec l'âge, avec l'expérience qui est très différente, et pour moi, il faut vraiment ménager sa monture, prendre soin du corps pour en obtenir le meilleur. Ouais. Hyper Des choses qui intéressant. sont maintenant aussi plus dans l'air du temps, d'entendre parler du côté du métabolisme, etc. Avant, on était vachement moins, on avait moins de connaissances, on était vachement plus basique, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais les mentalités ont pas mal changé récemment et on est beaucoup plus ouvert sur le bien-être sportif. Alors qu'avant c'était le cap sportif et puis c'est tout quoi. Et c'est un peu dommage. Mais c'est bien qu'on arrive à revenir sur des discours comme ça. Je trouve que c'est super important. Prendre le temps de compète,
c'est vachement top que tu aies pu quand même conserver ta sortie, etc. Moi, je Et je change pense que rien. Moi, je vais au resto, je vais à droite, à gauche, je fais tous les sports que j'ai envie de faire. Tu continues à d'accord. vivre, hein. Donc même en compète, tu arrives à sortir au resto Ah ouais. Moi, une semaine avant régulièrement. le championnat du monde, c'était l'anniversaire d'un pote, on faisait resto, quoi. Bien Ouais. sûr, je fais gaffe. C'est un peu, t'as plus les envies, enfin, t'as plus les Ouais. choses sous les yeux, tu te sens plus restreint que quand t'es chez toi, tu fais comme tu veux. Mais après, il faut pas arrêter de vivre parce qu'il y a aussi l'entourage, il y a tes proches. Et c'est pas parce que toi, tu décides de faire une compète qui est juste pour le plaisir, parce que t'as rien à y gagner derrière, ça va pas changer ta vie, hein. Eh Ouais. ben, si ta femme, si tes enfants, si ta famille, si tes amis, t'as l'habitude de les fréquenter en faisant certaines choses, pourquoi ça changerait tout ça? C'est sûr. Dans une certaine mesure, bien sûr, hein, on est d'accord. Oui, oui. Et donc, du coup, oui, j'imagine que tu traques quand même ou tu suis ce que tu faisais lors de ces sorties, t'essayais d'estimer ou de. C'est pas dur, hein, tu vas au resto, hein, tu prends du poisson et des haricots verts et puis c'est tout, hein. Tu sais que ça sera trop gras et tu veux pas de glucides ou autre parce que tu sais qu'il y a trop de gras. Bon, bah voilà, tu fais légumes, un morceau de poisson et puis fini, hein. D'accord. Ok. Après, Donc, tu quand peux même, aussi. tu jauges quand même le truc, c'est pas Ah non, sorti mais c'est et même puis. plus, c'est pas jauger, c'est tout est précis. Ouais, Mais je m'interdis pas les choses. ouais, d'accord. Tu peux manger 3 frites, hein, si tu as fait gaffe de moins manger dans la journée ou autre, etc. Après, je dis ça, mais moi, je mange pas 3 frites, hein, quand je me prépare, hein. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Tu comptes tes calories, du coup, ou pas? Ou En tu sais sèche, où t'es ouais. dans ta glande? Ouais, Et pas en sèche, j'ai ma trame, j'ai mes ratios ouais, minimum, et après, j'écoute mon corps. d'accord. Je fais gaffe, hors saison, de pas manger plus d'un certain quota de protéines, Ouais, parce que trop, ça va pas être bon. Par contre, tout ce qui est glucides et dans une certaine mesure lipides, si je sens que mon corps il demande, bah, il lui faut de l'énergie, je lui en donne, quoi. ça marche. Ok, ok. Avant, j'ai eu été très, très rigoureux. Toute l'année, tout était compté, pesé, etc. Et en fait, il faut passer comme ça un peu par des extrêmes pour derrière te rendre compte que ça n'apporte pas forcément plus. Et moi, ça, c'est les compétitions qui m'ont permis d'évoluer par rapport à ça. Parce que quand tu fais une compète, il faut tellement être dans l'hyper-contrôle surtout que quand tu as fini, bah, tu as envie de te détendre vis-à-vis de ça. Ouais, c'est un risque. Et avec l'expérience, de toute façon, j'ai pas besoin de peser. Ouais, je vais mettre plus de riz, plus de fruits. Je mange tout le temps les mêmes aliments, en fait. C'est ma façon de faire. Ouais. Donc après, ça s'adapte. Tu prends tes habitudes. Qu'est-ce que tu penses de la suite en termes de compétition? Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la compétition? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast et qui vont justement se questionner par rapport à ça. C'est possible encore aujourd'hui? Comment on gère tout ça? Est-ce qu'on attend? Par rapport au côté Ah, la situation. sanitaire, tu veux dire? Ouais, bien sûr. Bah, le problème là, c'est que maintenant, on se rend compte qu'avant, on se projetait dans toutes les choses de notre vie et que ça nous semblait sûr dans 6 mois, je pars en vacances cet été, dans 6 mois, je fais une compète, dans 6 mois, je vais au salon du body ou dans 6 mois, je me marie dans la salle des fêtes du coin. J'avais complètement Maintenant, oublié ça du body. j'ai un boulot, c'est bon. Bon, bah maintenant, t'es pas sûr qu'il va tenir. Mais dans l'idée, pour moi, les compètes, moi, je dis, si je peux, peut-être, je vais me préparer là pour la fin d'année 2021. J'ai plusieurs championnats internationaux là que je peux peut-être viser, mais moi, je le ferai que s'il y a quand même une certitude. D'accord. Les athlètes que j'ai, je leur ai dit de ne pas se préparer pour le printemps et j'ai eu raison, parce qu'au Ouais. final, ça a tout été annulé et c'est tout remis plus sur la période de fin d'année. Et le problème de ce sport, c'est que vu que c'est très long, la prépa, c'est 4 à 6, 8, 10 mois de sèche, suivant les gens, bah, tu peux pas te dire, tiens, c'est bon, dans 3 semaines, vas-y, c'est ouvert, on y va, quoi. Ouais. Moi, je dirais, le but, c'est pas de la faire cette année, l'année prochaine, tu t'en fous. Le but, c'est de le faire et de profiter du processus. Et se préparer en étant incertain. Après, il faut voir en plus les conditions, quoi. Je veux dire, maintenant, la plupart des gens, ils ont même plus de salle. Qu'est-ce que tu veux te préparer si tu peux même pas t'entraîner, quoi. Ouais, ouais. Donc, Je pense que la plupart des gens, en vrai, qui visent la compétition, ont quand même réussi à obtenir du matos et à faire ce qu'ils pouvaient dans la globalité. ouais, quand tu es passionné, tu fais en sorte de vivre ta passion, hein.
Ouais, je pense. Complète, pas complète, même je pense que c'est plutôt des personnes qui ont fait un peu le taf. Toi, t'as fait quoi d'ailleurs par rapport à ça? Alors, au premier confinement, bah, je me suis retrouvé comme un couillon, Tu t'y attendais pas avec du pas tout. grand-chose. Ouais. Heureusement que je suis coach. Alors, j'avais deux, trois accessoires. J'avais des kettles, des sacs bulgares, des slam balls. J'avais des super belles barres Watson, mais j'avais pas de poids à mettre dessus. Ah merde! J'avais un TRX, donc ça va, je m'en suis sorti. Puis c'est mon métier, donc je sais faire les choses. Mais quand même, je me suis dit, attends, t'as démarré quand tu étais jeune, chez les parents, dans le sous-sol, comme tout le monde à l'époque. Il n'y avait pas des salles comme maintenant, hein, il y en avait peu. T'achetais ton matos à Decathlon ou dans les trucs d'occasion et puis tu t'équipais petit à petit. Puis au bout d'un an ou deux, au bout d'un an, je suis allé en salle de muscule. Et puis après, au bout d'un moment, le matériel qui était chez mes parents, qui servait plus, je l'ai revendu. Ouais, Et quand il y a eu le confinement, j'ai dit, bah mince, ouais, c'est ma exactement. passion et j'ai même pas un truc pour m'entraîner, quoi. Ouais. Correctement, quoi. Je suis obligé de bricoler comme je peux. Du coup, j'ai dit, allez, je vais m'équiper un peu au fond du garage, je vais mettre un ou deux trucs. Puis en fait, un ou deux trucs, au bout d'un moment, j'ai dit, allez, tu sais quoi, la voiture, elle va rester dehors et le garage, ça va être une salle de sport. C'est marrant parce que j'étais exactement sur la fin de génération comme toi, où en fait on n'avait pas les salles commerciales d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai commencé quand j'étais ado, pareil, chez mes parents, etc. J'avais des petits équipements que j'avais pu obtenir au fur et à mesure avec les sous que j'économisais avec l'argent de poche. Et tu vois, 2 mois avant le confinement, j'ai tout vendu. Et j'étais sur le cul en mars quand on en a eu un confinement. C'est Parce que sympa, t'as j'ai... fait un euro, t'es cool, toi. Je pense que j'ai fait un super heureux. Alors j'espère qu'ils les utilisent bien. Bon, après, du coup, je me suis rééquipé, mais vraiment pas pour le même prix qu'à l'époque. C'est impressionnant. Et ça, c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui le connaissent pas, tout ça, parce que ils arrivent, ils ont un Basic Fit, par exemple, qui est à quoi, 25-30 € le mois. Nous, à l'époque, quand on rentrait en salle, c'était 60 € ou rien, quoi. Les salles à ce prix-là, ça n'existait pas. Et il fallait un petit peu, enfin voilà, il fallait un petit peu de bagage pour commencer à s'y mettre, quoi. Moi, ça me faisait rêver une salle. Quand j'ai démarré pendant un an, je me suis entraîné chez moi comme un fou. Et un jour, il y avait les portes ouvertes de la salle qui avait vers chez moi. Parce qu'à là où je suis, on va dire que là où maintenant il y a 10 salles, bah, sur le même périmètre, avant, il y en avait deux. Ouais. Il y avait moins de pratiquants, il y avait moins de salles, il y avait aussi moins de pratiquants parce que les salles étaient plus loin, moins accessibles, pas ouvertes pareil, plus chères et tout. Et moi, un jour, je fais les portes ouvertes de la salle et je rentre et je dis, waouh, comme dans les magazines, un truc de fou et tout, toutes les machines, ça me faisait rêver. Ouais. Maintenant, je pense que n'importe quelle personne qui démarre la muscule, qui est jeune, il passe son temps à voir des salles sur Insta et tout, du matos, et il y a une salle à côté de chez lui dans un faible rayon. Donc, c'est devenu accessible. C'est devenu accessible, ouais. Et beaucoup plus normal, entre guillemets. Tant Ouais, mieux, hein, c'est bien, c'est hein. pas si mal, hein. Ça permet de Ah bah, c'est ce qui. démocratiser Bah, le truc et ça permet aussi à pas mal de gens de se mettre en forme. après, on se rend compte qu'on n'a pas de résilience. C'est ça le problème. Ouais. On Et est tu prends. dépendant. Moi, comme j'ai toujours dit, la muscule, ça dépend pas d'une salle. Ça dépend même pas du matériel. Pour se muscler, il y a besoin, un cas avec ton poids du corps, tu peux faire plein de choses. Ouais, de Pour fou. ça que moi, au premier confinement, ça m'a pas trop embêté. Ouais, il y avait moins de confort, mais ça m'a challengé, ça m'a motivé. Parce que j'ai plein de méthodes à faire au poids du corps. Le poids du corps, ça peut être de la force, ça peut être des mouvements très durs. C'est pas seulement faire des séries de 100 pompes, hein, Ouais. ou de cinquantaine de squats à vide. Euh, mais maintenant, on associe trop musculation et salle ou matériel. On peut faire ça. C'est pour ça Clairement. que moi, dans ma vision du bodybuilding, du culturisme, parce que je préfère ce terme de compétition, c'est pareil. Il n'y a pas que l'entraînement que tu vas faire à la salle qui va avoir un impact. Il y en a d'autres, il y a d'autres choses que tu peux agrémenter pour progresser encore plus. Ouais. C'est ça. Et je trouve que du coup, ça nous a permis de développer des compétences, de confirmer nos compétences, même nous en tant que coach, voilà, de développer un panel de compétences à proposer justement pour les personnes qui souhaitent s'entraîner avec peu d'équipement. Et au final, maintenant, c'est la plupart des personnes qui sont comme ça. Donc, c'est pas plus mal, je trouve que c'était vraiment une bonne chose. Personnellement, j'ai vraiment bien pris ça. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je trouve que c'est une bonne chose. En parlant de bonnes choses, est-ce que pour toi, il y a des bonnes raisons de faire de la compétition
Et c'est quoi tes bonnes raisons à toi? C'est de se pousser. C'est d'a- c'est d'afficher son physique à l'extrême. D'accord? Pour moi, la compétition, c'est se présenter sous son meilleur jour, sous les projecteurs. C'est une mise en scène où tu vas avoir le physique dans son aboutissement le plus total que tu peux réussir à atteindre. Après, ça te challenge, ça te booste. Dès que tu fais des compètes, c'est un apprentissage qui est démultiplié, il est accéléré. Tu fais 6 mois à te préparer, tu en apprendras beaucoup plus que si tu étais resté à faire ça, entre guillemets, on va dire, en loisir. Ouais. Après, euh, pour moi, il faut que ce soit une motivation vraiment interne et on ne doit pas s'entraîner pour faire des compétitions. On doit aimer s'entraîner, aimer cultiver son corps. Et si on a envie de se challenger, on peut aller faire des compétitions. D'accord. Donc c'est vraiment une question de challenge pour toi, la compétition. C'est une question de se pousser à fond, en fait. Tu, Quand tu fais des compètes, tu sèches à un niveau que tu pourras jamais atteindre si tu n'en fais pas. Celui qui croit qu'il peut sécher pareil pour préparer son petit challenge perso, en fait, il se trompe. C'est une Parce que carotte crois-moi, supplémentaire. que quand ça devient hyper dur, il n'y a que vraiment quand tu as un jour J précis devant du monde, devant des juges, devant du public, avec l'envie d'être bien classé, qui peut te faire aller aussi loin. Sinon, crois-moi, quand tu es dans le haut niveau, tu t'arrêtes avant. Ouais. Parce que tu n'as rien à y gagner en plus. C'est une notion d'engagement. Ouais, ouais, c'est complètement ça. Tu t'engages à fond. Moi, je m'engage à fond dans un truc et moi, je me suis jamais loupé. Quand j'arrive sur scène, je suis toujours prêt, je suis toujours mieux que la fois d'avant. D'accord. Parce que je réfléchis au truc, je vois comment je peux améliorer, j'essaye des choses, j'ai pas peur de tenter, je reste pas ancré dans mes habitudes. Euh, et et c'est ce qui fait aussi que tu trouves du plaisir. C'est que j'attends rien en fait au final de faire une compète. C'est juste Ouais. pour moi. Et pourtant, on voit quand même des personnes qui lâchent l'affaire. Même si elles sont engagées dans une compète, entre guillemets, engagées, entre guillemets, parce qu'en soi, t'es pas vraiment engagé, quoi. T'es pas obligé de te présenter, mais on croise quand même des personnes qui, au final, se présentent pas, quoi. Moi, je pense que c'est que leur processus, il leur convient pas. Ouais. Mauvaise Tu vois, façon moi, de j'ai faire. des gens, quand je les prépare, il y en a, je leur dis, moi, je te prépare pas. Il y en a, des fois, ils m'envoient des demandes, ouais, tout, je dois faire une compète et tout. Je leur dis, vas-y, on voit des photos, machin, je vois le physique. Je dis, non, t'es pas prêt. Prends le temps, construis encore ton corps. Ou quand je vois des gens trop jeunes, je leur dis, t'as 20 ans, t'as 21 ans, ça fait 2 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu fais de la muscule. C'est les meilleures années pour construire. Ouais. Perds pas 6 mois où tu vas sécher, où tu vas rien construire. Derrière, avant de reprendre le niveau que tu avais, tu reprends ton niveau. Imagine, tu fais 5 mois de sèche et il te faut encore 5 mois pour revenir au poids que tu étais avant. Ça veut dire que pendant 10 mois, tu n'as rien fabriqué comme muscle. Et si c'est tes meilleures années, c'est dommage. C'est une erreur que j'ai fait, moi, à un moment. Je faisais tous les ans. Pendant 3 ans, on va dire, j'ai fait que prendre du poids. J'étais maigre, j'ai compris tout de suite qu'il fallait manger, s'entraîner. J'ai explosé cash. J'ai démarré chez moi à l'été 98. À l'été 99, je m'inscris en salle, j'avais pris presque 10 kilos en un an. Et derrière, à l'été 98, un an et demi après, en début 2000, je faisais 80 kilos. En gros, j'ai pris 20 ans en 2-3 ans. Ouais. Après, j'ai stagné pendant longtemps autour des 80. Et au bout de 3 ans comme ça à stagner, j'ai dit, j'avais jamais fait une prise de masse. Moi, je mangeais, ça grossissait, voilà. J'ai dit, faut que je force sur la bouffe. Je suis monté à 90 je sais plus, en 6 mois. J'avais explosé, mais j'avais pris du gras, hein. Et derrière, j'ai fait une sèche, je suis retombé à 81. Et après, pendant plusieurs années, j'ai fait cette erreur de je prenais, et pour l'été, je séchais. Je prenais, je séchais, et ainsi de suite. Alors, des sèches quand même poussées, mais pas comme j'ai eu fait après en complète, mais quand même poussées. Et ben, en fait, je m'en veux parce que ça, c'est des erreurs où dès que je faisais 3 mois, 4 mois où je séchais, ben, j'arrêtais de gagner du muscle, j'en perdais. Et pour moi, il faut avoir le physique que t'aimes toute l'année. Parce que tu t'entraînes pour te sentir bien, pour avoir le corps que t'aimes bien. Donc, il faut être comme ça tout le temps. Moi, quand je fais des compètes, c'est pas un physique que j'ai envie d'avoir tout le temps.
D'une, parce que les contraintes que ça engendre pour l'avoir, et de deux, parce que être écorché, moi, je trouve pas ça forcément hyper joli quand tu es dans la vie de tous les jours. Et puis après, tu perds du volume, et moi, je fais de la muscu pour avoir un certain volume quand même. Ouais. Je pense qu'il y a une question d'énergie aussi, de production hormonale, des choses comme ça qui jouent quand même pas mal. Ouais, après, si tu le fais bien, tu sens quand même pas tant. Moi, je sens la fatigue sur le dernier mois, on va dire. Ouais. Pour moi, si tu sèches jusqu'à 10, 8%, c'est bon, t'es pas fatigué, quoi. C'est pas dur. Après, quand il faut aller chercher vraiment bas, là, ouais, c'est dur. Hmm. Tout dépend de comment t'es toute l'année, hein. Si t'es à 15% de masse grasse, c'est sûr que va falloir en arracher des kilos, hein. Ouais. Ouais, ça c'est un truc de fou. Et je pense que quand je vais vraiment devoir faire une sèche, moi, je vais vraiment me rendre compte à quel point les kilos doivent descendre, quoi. Ça c'est un truc. À un moment donné, il va falloir que je redescende. Tu vois, j'ai fait exactement comme toi il y a longtemps maintenant, mais du coup, c'était quand j'étais ado. Je faisais ça, là. Je faisais ce yo-yo 6 mois, 6 mois. Ou même pas, des fois, c'était 3 mois, 3 mois, 3 mois. Tu vois, genre, c'était 3 mois prise de masse. Non, je veux récupérer mes abdos, ils partent. Donc, je repars en sèche et rebelote. Et tu perds tellement de temps, du coup. Parce que t'arrives pas à ton objectif. Des objectifs qui sont pas assez clairs. Ouais. Et que tu comprends pas que c'est la musculation, la culture physique, c'est un long cheminement. Et ton but, c'est d'avoir un corps qui est bien dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Hmm. Donc, faut prendre le temps de valider toutes les étapes. Et le plus dur, c'est de faire de la masse musculaire. Ouais. Sécher, on parle de quelques mois. Faire de la masse musculaire, on va parler en années, là. Ouais. C'est super long, c'est sûr. Ça c'est vraiment fou. Et c'est le plus dur, c'est clair. J'aime bien dire un truc assez souvent pour faire comprendre les choses à mes élèves, c'est le temps, c'est des gains. Parce que si tu perds trop de temps à faire le yo-yo, à essayer de descendre alors que tu n'en as pas forcément besoin ou que c'est pas le moment, bah, tu perds du temps de gains, tu perds du temps justement de terrain, quoi. Et pour moi, là, on Et rejoint la qualité de l'entraînement aussi. ouais, Ne jamais se forcément. blesser, éviter les blessures, faire qualitatif. Dès que tu te blesses, c'est pareil. Non seulement tu arrêtes de progresser, mais en plus, tu régresses. Donc après, il va encore falloir du temps pour reprendre le niveau que tu avais et ainsi de suite. Donc, c'est la qualité dans ta façon de manger, dans ta façon de t'entraîner, dans tout, en fait. Tu t'es jamais blessé, toi? À la muscule, vraiment, j'ai eu des petits trucs, mais pas vraiment des gros, gros trucs. Ouais. J'ai été opéré d'une hernie discale quand même, mais c'était pas dû à la musculation. D'accord. C'est la seule période où je me suis arrêté. Pendant 1 mois et demi, j'ai pas pu aller m'entraîner. Je me suis opéré pendant 1 mois et demi, j'avais le droit de faire qu'une chose, c'était de marcher. Bah, Un j'ai mois et marché demi, comme un fou. t'as récupéré ton hernie? Pardon? Un mois et demi, t'as pu récupérer ton opération? Non, 1 mois et demi, je pouvais me déplacer, monter dans une voiture et je pouvais rester assis et faire 2, 3 mouvements de muscule. Ok, ok. Enfin, tu récupères vite quand même, mais après, tu as quand même des tensions dans le dos pendant longtemps, hein. Ouais. Mais ça avait rien à voir avec la muscule, même si ça n'a pas aidé, hein. Après, j'ai eu des petites choses, mais non, moi, que je m'entraîne, pour moi, si tu t'entraînes, c'est tu viens, tu mets rien. T'as pas de ceinture, t'as pas de truc au genou, t'as pas de truc au poignet, t'as pas de crème chauffante à mettre. Si tu commences à voir tout ça, c'est qu'il y a des petits bobos qui sont en place. Donc, il faut Ouais. s'atteler à essayer de les évincer pour être en pleine possession pour s'entraîner. Ouais. C'est qu'il y a une couille dans le pâté, comme on dit. Ouais. Après, il y a toujours un petit rouage qui coince, c'est jamais 100% tout va bien, hein. Mais il faut savoir le prendre en compte, s'écouter pour vite y effacer. D'accord. Pour revenir sur les raisons de compétition, est-ce que du coup tu vois des mauvaises raisons de faire de la compétition? Alors on a pu citer juste avant pour toi les mauvaises raisons, c'est par exemple de ne pas prendre son temps, ou de ne pas être assez fixé sur ses objectifs. Est-ce que tu en vois d'autres? Le faire pour les autres, le faire pour le regard des autres, le faire pour en attendre une consécration, une reconnaissance. Je veux dire, il n'y a pas de reconnaissance. Qui connaît un bodybuilder à part le top 10 Olympia? Le reste, c'est que des inconnus sur des millions de pratiquants et des dizaines de milliers de compétiteurs. Donc pour moi, l'erreur, c'est
Moi, il faut le voir. Je dis, il faut le voir comme un long voyage. De temps en temps, un petit extrême à faire une compète pour se pousser à fond, voir vraiment le diamant taillé à fond, vraiment sculpté au maximum. Voilà. Après, je t'avoue, je me suis jamais trop penché sur la question de quelles sont les mauvaises raisons, hein. Ouais. Puis après, les raisons, chacun a les siennes, hein. Moi, peut-être il y en a qui sont bonnes pour moi, pour d'autres, ce sera une autre, hein. Je sais pas. Oui, forcément. Tout le monde n'a pas forcément la même façon de voir le truc, quoi. Et d'ailleurs, tu as pu parler du fait que tu arrives à conserver un petit peu ta vie sociale. Ouais, c'est le cas. Du coup, en compétition, tu arrives à garder tout ce qu'il faut, et pas changer les choses avec ta famille ou tes proches. Il y a des choses qui changent un peu parce que tu as une fatigue. Donc voilà. Mais je veux dire, quand tu es compétiteur, c'est que tu as déjà une hygiène de vie qui correspond à ça. C'est que tu t'entraînes toute l'année, tout le temps, tu as une façon de manger, ça fait partie de ta vie. C'est pas tu es un bringueur qui boit des grandes bouteilles de Sky tous les samedis soirs pendant 8 mois et puis pendant 4 mois, tu arrêtes tout ça et tu te mets à faire du sport et à manger sainement, tu vois. Hmm. Pour moi, la compétition, elle vient à toi naturellement quand dans ton hygiène de vie, tout est simple, tout est fait. Petit à petit, il y a eu des choses qui se sont ancrées, qui sont devenues des habitudes. Et du coup, il y a un moment, tu te dis, bah tiens, je vais essayer d'avoir, d'aller faire ce challenge. Ouais. Donc tu penses qu'il faut une certaine stabilité et déjà avoir bien abouti son processus général autour du mode de vie, en fait. C'est un mode de vie. Ouais, complet. Moi, j'ai déjà vu des gens, je leur disais, si t'es pas bien dans tes baskets avant de commencer, tu vas exploser un vol. Soit pendant la prépa, soit, et après les compétitions, c'est encore pire, souvent. C'est souvent là où les gens, ils explosent. Ouais. Quand tu as un objectif précis, machin, si tu es un peu buté, que tu as du mental, tu lâches pas. Et on voit souvent ça chez les femmes. Elles se cognent et derrière, le métabolisme, le corps, il part en vrille et tout. Et, il faut avoir un équilibre, en fait. Je parle souvent d'équilibre sur le podcast, je trouve que c'est hyper important. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une des notions clés et centrales qui définissent la pratique, en fait. Et le mode de vie. Après, chacun a son équilibre à lui, mais il faut trouver sa propre harmonie pour aller loin, quoi. D'accord. Je suis ultra content de t'avoir réceptionné sur le podcast parce qu'on a des visions assez similaires là-dessus. C'était ultra cool. Merci beaucoup pour ton partage, Julien. Où est-ce Bah, qu'on peut te merci à toi, retrouver? Julien. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai un Insta à mon nom, Ouais, Messon Julien, Messon-Julien, je crois que c'est. Un je le Facebook où mettrai. c'est ce que je mets sur Insta qui se partage. Et puis sinon, on peut me retrouver en slip à paillettes avec du tan sur une scène, un de ces quatre. Voilà. Tout Ça le monde est le marche. bienvenu, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Julien. C'était un Merci à plaisir. toi, Julien. Salut.